Bonjour, je m'appelle Dominique Jouve, j'habite aujourd'hui à Pouilly-en-Ayvelles, à la limite du pays Vanche et du pays Ficelle. Voilà, moi, je ne suis pas né natif, comme on dit, puisque je suis arrivé ici en fait en 1974, j'avais 17 ans. Et c'est un peu les hasards de la vie, parce que j'étais déjà un petit peu musicien, entre autres guitariste. Et je suis venu faire un remplacement dans un groupe de fest-noz de l'époque. C'était la première vague du fest-noz où il commençait à y avoir des groupes, c'était un peu moderne. Ce groupe s'appelait Canfartet Rosfren et ça existe encore périodiquement aujourd'hui. Voilà, donc je suis venu jouer dans ce groupe-là et puis après, en fait, le Kreis Braze m'a adopté et j'ai décidé de faire ma vie ici, quoi. Et donc par la suite, en 81, je me suis installé donc, définitivement ici à Plouguer-Nivelle comme agriculteur. Voilà, un métier que j'ai fait jusqu'à l'année 2009, où pour des raisons économiques, j'ai changé de métier. Et alors, je suis devenu professeur de musique à ce moment-là, jusqu'à ma retraite que j'ai eue il y a quelques mois. Alors, il faut savoir quand même que j'étais rennais avant de venir ici en Centre-Bretagne, et voilà, je m'étais mis un peu par hasard, c'était l'ambiance estivale, l'ambiance de peut-être trouver une identité. Je m'étais mis à apprendre le breton donc à Rennes. Et donc j'ai appris le breton au lycée pendant un an, et après, bah, effectivement, j'ai continué à apprendre le breton. Et ça, c'est un peu, je dirais, tout mon parcours est fait un peu comme ça, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément pris des cours, mais je suis ce qu'on appelle un autodidacte. Alors un autodidacte, ça ne veut pas dire apprendre tout seul, mais ça veut dire attraper des choses à droite et à gauche, comme ça, pour apprendre des choses en fait. Alors ça, je l'ai fait pour le breton, puisque après une année seulement en fait au lycée, bah, j'ai été travailler dans les fermes à l'occasion de stages, à l'occasion comme ça. À cette époque-là, effectivement, il y avait beaucoup de bretonnants encore, de personnes dont c'était la première langue. Donc j'ai appris le breton comme ça, et la musique, puisque au départ j'étais guitariste puis violoniste, en fait je l'ai appris de la même façon, c'est-à-dire que j'ai regardé comment faisaient les autres, et je me suis petit à petit formé comme ça. Alors la musique effectivement a un rôle important dans ma vie, puisque ça a été mon dernier métier et c'est une de mes principales passions. Et la musique traditionnelle, bah, ça va en même temps que d'apprendre le breton, en même temps que de venir habiter ici. J'ai donc appris la musique traditionnelle. Alors à cette époque-là, il y avait très peu de cours, encore moins de stages. Donc de la même façon, j'ai appris la musique traditionnelle bretonne en allant voir les gens à droite et à gauche. Alors aujourd'hui, on appelle ça du collectage. Moi, j'aime bien dire que c'est un parcours en fait d'apprentissage, d'aller voir des gens qui détiennent quelque chose et le partager avec eux. Alors ainsi, ben, j'ai collecté de la langue bretonne, j'ai collecté des chanteurs, parce qu'effectivement, dans ces années 70, on se rendait bien compte que c'était plus tellement la mode en fait, de ce chant traditionnel, et pour participer au renouveau, donc je suis allé voir des gens à droite et à gauche, avec mon petit magnétophone à cassette, et j'ai enregistré comme ça, je dirais, des personnes, alors à la fois des personnes assez connues qu'on voyait, puisque le festival c'était un peu professionnalisé, des gens dont on voyait le nom sur les affiches, mais aussi un tas de personnes à droite à gauche qui n'étaient pas connues, qui n'en faisaient pas, je dirais, une identité visible, mais qui portaient quelque chose, qui aimaient chanter, qui avaient un répertoire quelquefois personnel. Et voilà, donc j'ai empilé des cassettes comme ça, et le soir je réécoutais ces cassettes-là. J'ai retranscrit aussi quelques chansons en breton comme ça, et petit à petit, en fait, puisque j'avais pris connaissance que Dastum existait, petit à petit j'envoyais tout donc pour les confier aussi à Dastum. Alors ça, c'était pour le chant et la langue bretonne, mais très vite aussi, je me suis mis aussi à jouer de la clarinette. La clarinette, à cette époque-là, elle survivait la clarinette traditionnelle. Elle survivait ben, parce qu'il y avait quelques sonneurs à personnalité importante qui continuaient à jouer et qui étaient reconnus dans leur entourage. Alors là-dedans on peut citer Yvonne Domas, donc à Peubry de Quintin, on peut citer François Goubin à Corlay, qui était déjà âgé mais qui jouait encore un peu. Et puis par ici, au Pays Ficelle, il y avait Arsène Gosselin, il y avait les frères Guégan. Tous des musiciens bah, qui, essentiellement pour les mariages en fait,
utilisaient les instruments de la musique traditionnelle. Alors ainsi, j'ai passionné par cet instrument, j'ai trouvé une clarinette d'occasion donc sur les petites annonces à Rennes où j'étais encore étudiant. Et je me suis mis à chercher à la fois tous les sonneurs qui étaient en activité, donc je les ai quasiment tous rencontrés. Et puis petit à petit, j'ai été plus loin chercher d'autres sonneurs de clarinette, alors autant au Pays Ficelle qu'au Pays Vanche. Voilà, et donc pour certains, il fallait que j'apporte des anges. Certains, j'ai prêté une clarinette aussi pour qu'ils se remettent à jouer et que je puisse redécouvrir un peu leur style. Et donc c'était à la fois du collectage, mais comme la clarinette ici se pratique comme le chant, corne à discorde, donc le chant répond, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, je posais le magnétophone et puis j'essayais de répondre aux musiciens que j'allais rencontrer. Et comme ça, donc j'ai calculé, j'avais dû rencontrer à peu près une trentaine de sonneurs de clarinette, hein, donc là-dedans, il y en avait une dizaine qui étaient encore soit en pleine activité, soit pas très loin, et puis un certain nombre en fait qui avaient laissé un peu tomber ou qui, pour une raison ou pour une autre, ne jouaient pratiquement jamais. Voilà, donc suite à ça, en fait, j'ai partagé cette dynamique-là avec d'autres jeunes sonneurs, ce qui a été ça a abouti vers l'édition du double album Sonneurs de clarinette en Bretagne, qui est sorti en 86, puis après, ça a été l'aventure de l'association Potrel and Rosengold, qui a géré à la fois les sonneurs de clarinette de Bretagne et est allé à la rencontre des musiciens qui utilisaient ce même instrument mais dans d'autres cultures du monde. Donc c'est un festival qui a duré plus de 20 ans, dont je suis l'origine avec quelques personnes comme Christian Duraud, Éric Marchand, Jean-Claude Lelettre. Alors, donc je suis arrivé, effectivement j'ai habité à Caris-Moilou quand je me suis installé pour de bon en Centre-Bretagne, puis à Saint-Nicolas-du-Pelem, ou plutôt à Quercyville, qui est un quartier particulier de Saint-Nicolas-du-Pelem, avant de venir ici, à Plouguer-Nével. Et donc à chaque fois, quand je trouvais des Bretonnants, ben, effectivement j'essayais de m'adresser à eux en breton, et j'ai vu qu'effectivement, chose que je savais, mais qu'il y avait des différences au niveau du breton entre toutes ces personnes-là. Donc ici, je vous dis Plouguer-Nével, il y a un côté de Plouguer-Nével où les gens sont vraiment des ficellos, c'est-à-dire c'est le pays ficelle, et de l'autre côté de la commune, donc si on va vers Guarec, vers Plélof, vers Plouguer-Quintin, les gens se disent Vanchos, c'est-à-dire les gens du pays Fanche. Et de ce côté-ci, en fait, les limites sont, je dirais, sont assez nettes. Hein. À une époque, on aurait presque pu dire, voilà, telle ferme, c'est du pays ficelle, et vous revenez un petit peu avant, c'est le pays Vanche, quoi. Et là-dessus, entre les ficelles et Vanche, il y a vraiment une différence, et je peux raconter deux anecdotes là-dessus. Je vais vous raconter l'histoire de Marcel Pavec, donc, qui était un danseur, voilà, et qui lui était de Plounévé-Quintin, et en fait il habitait à Plounévé-Quintin, et quand il rencontrait les enfants de Caris-Moilou, donc c'était juste après la rivière, quoi, à quelques centaines de mètres, les jeunes enfants en fait se bagarraient, hein, parce qu'ils disaient oui on se bagarre, parce qu'en fait on n'a pas le même breton, donc on ne se comprend pas. Donc il y a vraiment une conscience au niveau de la langue bretonne, des différences entre le pays Vanche et le pays Ficelle. Bon, le breton du pays Ficelle, ça se rattache en fait à tout le breton cornoyer qui va jusqu'à Quimper, et le breton du pays Vanche, ça tire à la fois un peu du Trégor et à la fois du pays Vantais au sud, quoi. Et la deuxième anecdote, c'est une anecdote que me racontait André Burlot, qui était donc agriculteur à Caris-Moilou. Et il habitait à Caris-Moilou, à la frontière de Plounévé-Quintin. Et il avait très bien connu, c'était un grand copain en fait à Hyacinthe Guégan, sonneur de clarinette réputé. Et cet André m'a raconté que, effectivement, entre les champs du village de Plounévé-Quintin et les champs de sa famille, donc du côté de Caris-Moilou, il y avait un talus en fait qui était très 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 long, qui faisait plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, et que dans ce talus, en fait, il n'y avait aucun toulcar, aucune brèche qui permettait en fait de passer de la commune de Caris-Moilou à la commune de Plounévé-Quintin. C'est comme si une frontière artificielle donc entre le pays Vanche et le pays Ficelle. Ça m'avait assez amusé comme il m'avait raconté ça, quoi. Alors si on voit effectivement du côté de l'Henri-Vin, par là, Trémargat, où là-bas c'est les Creuerhauts, les gens d'en haut, donc où c'est effectivement le terrain plus granitique, on voit les boules de granit poussent comme des têtes de cachalot au milieu des champs. Et qu'au niveau des mentalités, effectivement, les Creuerhauts, les gens du haut, donc sont
a priori plus pauvres, les pommiers poussent moins bien, ils sont obligés d'aller acheter des pommes en bas chez les Jezo. Hein, et effectivement, au niveau des mentalités, on dit que les riches, donc les gens du bas, sont peut-être moins solidaires, alors qu'en haut, les gens sont plus pauvres, donc ils se serrent un peu plus les coudes. Ça, il faudra demander des choses comme ça. Et vous l'avez peut-être déjà fait à Marcel Guillou, qui est conscient de ces différences-là. Alors les ficellos dansent la danse ficelle, qui fait partie de la gavotte, et de l'autre côté, on danse la danse draw. Alors moi, effectivement, il y a plusieurs noms, parce que les gens, quasiment, avaient une danse principale, donc ils appelaient ça la danse draw, donc la danse qui tourne, la danse en rond, la ronde, et n'avaient pas forcément besoin de donner un nom à ces danses-là. Par contre, les communes qui pratiquaient les deux danses, hein, je pense à Pouilly-Quintin, Plouguer-les-Vesles. Plouguer-les-Vesles, on faisait, lorsqu'il y avait un mariage par exemple, on faisait une danse ficelle, on faisait un bal, et puis on faisait une danse, c'était la danse vanche après. Alors en français on disait le ficelle et le vanche, hein, et ça pouvait être danse ficelle ou danse draw ficelle, danse draw vanche quoi. Et voilà, donc une appellation aussi que j'avais entendue à Perrette, donc qui est en pays, ou la Lande de Gouac, dans le pays Costerhuet là-bas. Effectivement, c'est une enquête qu'on avait fait en 1976 avec l'appui de Pierre Gézéquel. Et les gens par là-bas, on leur parlait effectivement de la danse Costerhuet, qui pour eux voulait dire quelque chose. Et quand ils parlaient de la danse que nous on appelle la danse pline ou la danse vanche, eux appelaient ça danse mapaur. Alors pourquoi danse mapaur? Eh bien parce que soi-disant, on disait que les gens en bas disaient oh mapaur, ce qui veut dire en français oh mon pauvre gars, oh mon pauvre gars. Effectivement, quand je réécoute des interviews de Jean-Louis Bourg, sonneur de clarinette de Plouguer-les-Vesles, assez souvent dans sa conversation, si c'est en breton, c'est oh ma pauvre, et quand il parle en français, il dit oh mon pauvre gars, hein, comme aujourd'hui, on a aussi des formules comme ça qui ne veulent rien dire du tout. Et donc ils appelaient ça danse ma pauvre. Hein, donc à Saint-Nicolas, effectivement, Marie Grenelle, la guerre civile, quand j'habitais là-bas, appelait ça danse draw, quoi. Et voilà, donc il n'y avait pas. Mais dans ces coins-là, effectivement, après les années 70, des gens comme Jean-Louis Bourg, qui étaient des vieux sonneurs, ont commencé à appeler ça le pline ou la danse pline, quoi. Mais dans leur jeunesse, donc, il y avait le vanche et le ficelle, mais on ne parlait pas de danse pline. L'appellation danse pline, effectivement, à une époque, les gens n'avaient pas trop besoin d'appeler leur danse, puisqu'ils ont pensé une principale et puis des petites choses comme ça à côté. Mais je pense que quand il a fallu donner des noms de danse, ça a été un peu le phénomène des serres celtiques, où il fallait faire une liste de danses. On n'allait pas faire toute une après-midi avec deux danses seulement, tout un spectacle. Donc on a dû donner un nom aux danses, quoi. Mais ce qui ne veut pas dire que dans les coins que je connais moins, peut-être comme Lorrain, tout ça, peut-être que là-bas ils ont dit danse pline aussi, je ne sais pas. Mais ici c'était le vanche et le ficelle. Ou le djendour, si on était... le djendour, c'était le nom de la gavotte pourlette, quoi. Puisque la danse des Vantais, puisque le pays Vantais commence au Bouclélof et de l'autre côté de la Lande de Loirec. Donc si, en ce qui concerne la musique, effectivement, la danse le chant faisait partie de la vie des gens tous les jours, hein, et c'est principalement le chant qui accompagnait la danse. Ici, on a aussi des traditions instrumentales, donc je pourrais parler quand même du biniou et de la bombarde qui... alors il y a deux choses sur le biniou et la bombarde. C'est une tradition en fait qui est essentiellement du sud de la Bretagne, et je dis c'est une tradition du pays vantais, ici, qui a un petit peu débordé chez les Carnéouates, donc en Cornouailles. Donc on trouve effectivement en fin de tradition, vers 1920-1930, les derniers sonneurs de biniou et de bombarde de l'ancienne génération, donc à Glomel, à Millionec et jusqu'au port de Gouarec. Donc il est fort possible que ces musiciens-là, quand ils étaient obligés de venir par ici, avaient quelques airs de danse pline dans leur répertoire. Mais malheureusement, on a on ne sait pas grand-chose en fait de cette tradition ancienne des biniou bombarde et sur le répertoire que ces gens-là avaient, quoi. Alors est-ce qu'ils avaient un répertoire
qui servaient partout, des airs de gavotte, et les gens, si leur danse était la danse pline, ben, ils dansaient des danses plines sur des airs de gavotte, ce qui n'est pas complètement impossible. Mais voilà, on n'a pas beaucoup de traces. Il faudra peut-être voir dans les cahiers de Paulique Monjaret s'il a des choses précises là-dessus, parce que c'est une des personnes qui a collecté tôt, en fait, et qui a noté en musique. Mais bon, je n'ai pas accès. Et les éditions qu'il a faites, en fait, qu'il a produites, ne précisent pas, en fait, de quel instrument, de quelle personne, qui étaient les interprètes, quoi. Voilà. De l'autre côté, la tradition de la clarinette donc, est importante, je dirais que tout le pays de la danse pline, c'est le pays de la clarinette, d'assez longue date. Hein. Donc pour dater un peu cette tradition, nous avons trouvé effectivement des interviews faites au début du XXe siècle de musiciens qui avaient joué avec Pierre Handal, donc Pierre Serrandour, qu'on appelait aussi Dal Corle, c'est-à-dire l'aveugle de Corlay, qui était un musicien donc professionnel, qui a joué la clarinette et qui a eu une très très grande notoriété. Hein, une notoriété peut-être qu'aurait eu Mathilde Lindal dans votre région. Ouais. Et ce musicien en fait était né en 1832, donc on pense que, étant aveugle et sachant qu'il avait démarré la musique très tôt, on peut dire qu'on joue la clarinette en Pays Venche depuis au moins 1850, si c'est pas avant, quoi. Alors cette tradition de clarinette, c'était vraiment une grande mode, et ben, elle a encore perduré, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque on sait que dans les années 60, 70, 80, il y avait encore quelques grands musiciens qui suscitaient l'envie d'avoir des sonneurs de clarinette dans les occasions. Comme le Cornadiscan, cette clarinette se joue donc à deux musiciens en répond, ce qui permet effectivement au musicien de reprendre son souffle. Et puis les gens ont tellement l'habitude d'avoir dans le chant, de chanter les choses à deux, de se répondre avec le tuilage, qu'ils ont recopié ça sur la clarinette. Alors, néanmoins, pour les petites noces, il y avait quelquefois un seul joueur de clarinette. Ça, on retrouve ça donc dans les collectages de photos de mariage, où quand il y a 20 ou 30 personnes, quelquefois, et on voit que les gens ne sont pas dans la grande richesse, ils disaient « Oh, mais toi, tu feras bien tout seul », comme ça. Donc le sonneur de clarinette pouvait animer tout seul la noce, quoi. Quelquefois aussi, il était accompagné du tambour. Alors on peut voir donc une clarinette et un tambour, ou bien si les gens avaient vraiment de l'argent et voulaient, je dirais, en jeter un peu, on prenait deux clarinettes et un tambour. J'ai eu la chance donc d'interviewer et d'enregistrer un des derniers joueurs de tambour qui a joué avec la clarinette. Hein. Il s'appelait donc Émile Le Fur, il était de Saint-Nicolas-du-Pélem, et c'était l'agent communal, le garde champêtre en fait, qui descendait le bourg et faisait des annonces exactement. Donc il avait deux métiers, garde champêtre et puis accompagnateur des joueurs de clarinette. Il y en a un autre aussi que Olivier Urvois donc a bien connu, qui s'appelait Charles Lucas, originaire donc de Saint-Gilles-Pigeot, qui jouait souvent avec son frère, donc une clarinette et un tambour, ou voire un couple de clarinettes et un tambour. Alors à quoi ils servaient ces musiciens-là? Bon, ils servaient en fait un peu à tout. Je dirais leur métier principal quand même de musicien, je dis métier, mais ils ont été très peu à en faire leur profession unique, c'était donc d'accompagner les mariages. Donc accompagner les mariages, ça veut dire sonner quelques airs au moment où la mariée part de chez elle, et puis surtout tous les airs de marche, puisque les gens se déplaçaient souvent à pied, voire en cheval et à char-à-banc. Et donc tous, ici dans l'esprit des personnes âgées, c'est la clarinette dans les mariages qu'on entend de loin quand la brume se lève. Pour eux, c'est quelque chose de fantastique. Il n'y a pas de plus belle musique que ça, quoi. Malheureusement, il y a de moins en moins de gens qui ont cette sensibilité par rapport à l'instrument dans ces cas, et c'est vrai qu'il y a de moins en moins de mariages. Voilà. Mais c'était vraiment l'instrument des mariages, et donc il y avait tout un répertoire de ce qu'on appelle des airs de noces, hein, donc on peut appeler ça des airs de marche. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tous ces airs de marche, en fait, sont des airs du patrimoine français, mais qui ont été folklorisés, c'est-à-dire que par la tradition orale, la transmission d'un musicien à un autre, le fait aussi qu'on marchait pendant des kilomètres, donc les musiciens, s'ils ne voulaient pas s'ennuyer, devaient un peu changer des choses. Donc ces airs-là, ils étaient modifiés petit à petit, puis ils ont vraiment pris
le goût du terroir. Hein. Donc ici, vous pouvez entendre J'ai du bon tabac, Monsieur du Mollet, mais si vous ne savez pas, a priori, que ces mélodies viennent de là, vous pouvez être complètement trompé, quoi. Voilà, et puis donc les airs de danse qui servaient dans les mariages à faire la danse bucket, c'est la danse qu'on faisait donc après ce qui était officiel, donc le passage à la mairie et à l'église. Voilà, et puis le soir, donc il y avait le bal. Alors les sonneurs de clarinette souvent n'étaient pas complètement tout seuls, hein, c'est-à-dire qu'ils faisaient, je dirais, un petit passage, et puis après on laissait des chanteurs qui étaient invités au mariage faire un peu les intermèdes. Voilà, un peu comme ça se passe au Fest-Noz aujourd'hui, avec les grands groupes, et puis on casse des sonneurs pour boucher les trous. Ça se passait un peu comme ça aussi, quoi. Voilà, et donc ben, les gens étaient vraiment ouais, Tom Holland, où ils avaient le cœur très chaud par rapport à la clarinette. Hein. Et même moi, ça dans les mariages, des occasions, des gens qui ont des souvenirs d'enfance, donc d'enfance à la campagne, et d'entendre la clarinette, ça crée une émotion terrible. Et moi, j'ai fait pleurer des femmes et des hommes, rien qu'à entendre le son de la clarinette. Pour eux, il y a une charge émotionnelle très très forte. Alors ça se passe entre le pays Vanche et le pays Ficelle, je dirais que c'est à peu près le même folklore, c'est les mêmes airs, c'est un peu la même inspiration, mais peut-être un ancrage un petit peu plus ancien en fait en pays Vanche qu'en pays Ficelle. Je pourrais aussi vous parler donc de l'accordéon diatonique, puisque l'accordéon diatonique, comme partout en France, est venu concurrencer les instruments vernaculaires, et donc après 1900, effectivement, il y a eu toute une flopée de joueurs d'accordéon diatonique qui se sont mis à jouer, donc de façon tout à fait autodidacte, hein, et avec un jeu de basse un peu aléatoire. Alors pour la danse pline, la danse vanche, effectivement il y a certains airs qui sont vraiment faits pour l'accordéon diatonique, qui sont quelquefois les mêmes airs que pour les joueurs de clarinette, mais souvent ce sont des airs qui ne sont pas joués par les chanteurs. Hein, donc il y a un petit répertoire de morceaux qui marchent pour le diatonique, et donc qui font danser la danse vanche aussi bien que les chanteurs. Alors ces joueurs d'accordéon en fait n'avaient pas le statut des grands sonneurs de clarinette qui eux se faisaient payer et tout. C'était plutôt un peu des bricoleurs, et on me raconte que dans certaines fermes, il y avait donc le porte-manteau, on accrochait les manteaux qu'on rentrait dans la maison, et puis au dernier il y avait un accordéon accroché, et puis quand les enfants passaient là, ou les jeunes, chacun son tour, on prenait de l'accordéon, et on mettait un peu l'ambiance comme ça. Mais il n'avait pas le statut en fait de musicien professionnel à ce moment-là. Il y a eu un deuxième rôle donc qu'a eu l'accordéon diatonique, c'est qu'effectivement cet accordéon diatonique, il a apporté après 1900 un répertoire plus moderne. Donc il s'agit en fait, je dirais, des valses, voire des tangos, des chaloupés ou des choses comme ça. Et petit à petit, donc ça aussi bien en pays Ficelle qu'en pays Vanche, je dirais entre les deux guerres, les jeunes musiciens qui jouaient de la clarinette, parce qu'effectivement c'était très bien, ça plaisait aux vieux, mais pour les jeunes il fallait aussi un peu d'accordéon. Donc beaucoup de ces sonneurs en fait ont fait à la fois la clarinette, et puis à côté ils se sont mis à jouer de l'accordéon diatonique. Donc s'ils étaient deux joueurs pour le mariage jouer la clarinette, et ben il y en avait un qui prenait l'accordéon diatonique le soir pour plaire à la jeunesse, et l'autre se mettait à la batterie. Alors c'était un jeu sommaire aussi. Voilà, mais dans cet accordéon a fait le répertoire traditionnel, mais il a fait aussi ce répertoire, je dirais, moderne ou exogène à partir d'une certaine date, quoi. Donc après la guerre, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que les musiciens ont commencé à prendre des cours de musique. Hein, donc par ici, même tous les Jayzo sont venus à Rossronin apprendre avec M. Marcel Gégou, qui était un musicien aveugle originaire de la région, et sont venus donc prendre des cours de musique. Et donc il y a des petits orchestres qui se sont montés comme ça, ou du diatonique on est passé au chromatique, où on a pris un peu quelques notes de musique, on a appris vaguement à jouer de la main gauche des accords, et puis donc les instruments principaux, c'est donc l'accordéon chromatique, le saxophone et la batterie. Donc dans certains cas, certains avaient un orchestre où ils avaient effectivement en plus une trompette, voire une guitare, des choses comme ça. Mais après-guerre, je dirais, l'orchestre traditionnel, c'était instrument traditionnel dans la journée, et le soir, on passait donc au bal. Ce qui fait que
la musique traditionnelle, dans la journée, était jouée à la clarinette, et le soir, petit à petit, en fait, elle était jouée par les musiciens d'orchestre. Alors bon, un des exemples, une édition qu'on a pu faire il y a quelques années, c'est le groupe Joe Ferro, où ce sont 3 musiciens qui jouent à la fois la musique traditionnelle, et donc la musique de bal, et la musique traditionnelle avec les instruments du bal. Alors j'allais oublier quand même la bombarde, parce que même si la vieille tradition de la bombarde, en fait, a disparu entre les 2 guerres, grâce au mouvement folklorique, la BAS, les petits bagadous qui avaient lieu, qui se sont montés donc à Carhaix, à Beaubriac et à Rostrenain, effectivement, il y a eu petit à petit des joueurs de bombarde et de cornemuse écossaise qui sont arrivés dans ces petites formations de bagadous et qui petit à petit sont devenus des sonneurs de couple. Donc c'était plus souvent cornemuse, bombarde, et puis après les années 60, et ben, de la cornemuse, on est revenu au biniou-cause. En fait, c'est un peu le monde à l'envers, quoi. Donc ça a été le début des festounos, donc initiés à la fin des années 50, puis les années 60, où il y avait essentiellement des chanteurs et des sonneurs avec biniou brasse et bombarde, quoi. Et par rapport à ça, donc les musiciens populaires, ceux qui étaient des musiciens de bal, qui avaient toujours joué pour les mariages, ont senti qu'il y avait une concurrence de ces gens pleins de bonne volonté, militants de la culture bretonne, qui venaient avec leur cornemuse et leur bombarde, jouaient souvent pour presque rien, parce que c'était pour la gloire et pour soutenir la bonne cause, ont vu d'un mauvais œil ces concurrents. Et donc, beaucoup des sonneurs de clarinette, en fait, se sont mis aussi à jouer de la bombarde et de la cornemuse, du biniou brasse, donc la cornemuse écossaise, quoi, pour résister un peu à la concurrence. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que, bon, effectivement, il y en a qui se sont restés fidèles à la clarinette. Je pense à Francis Le Provost ou Iwan Domas, qui n'ont pas basculé avec les armes de l'ennemi. Mais bon, par ici, que ce soit tous les musiciens, les Jaiso de Saint-Nicolas, de Rocherenin, de Plounévé, se sont mis à faire les deux. Mais, néanmoins, ceux qui commandaient, donc qui payaient les musiciens, c'était souvent les parents des mariés. Et ce qui est assez étonnant, c'est que y a certains, soit on était bombarde, soit on était clarinette. Et certains, même si la mode c'était la cornemuse et la bombarde, disaient non, non, toi tu viendras, nous c'est les clarinettes qu'on veut, quoi. Ce qui permettait effectivement aux musiciens d'avoir 2 propositions, et tous les commerçants savent bien que quand on a 2 choses à proposer, on est plus sûr de vendre quelque chose que si on a une seule chose à vendre. Donc ça, c'était cette période-là. Puis après, le biniou est arrivé, le biniou, ce qu'on appelle biniou-cause, hein, déjà à l'ancienne, donc avec la tonique citron-bouché. Puis après, d'autres personnes vous expliqueront que les biniou et les bombards se sont mis à jouer entre guillemets en mineur, c'est-à-dire qu'avec la tonique à 5 doigts comme ça. Mais voilà, donc on vous expliquera ça. Et puis à la fin au début des années 70, il y a eu ce qu'on appelle les groupes, entre guillemets. Et donc dans ce pays Vanche, en fait, il y a eu un certain nombre de jeunes musiciens comme ça qui ont monté des groupes. Alors dans les groupes, il y avait généralement une guitare, un accordéon, et puis généralement 2 bombardes, parce qu'il y avait 2 bombardes, parce qu'il fallait se répondre. Hein. Les gens n'imaginaient pas qu'il y ait une seule bombarde, puis qu'après il y a un trou, il ne se passe rien du tout, quoi. Ils disaient même que oui, la bombarde c'est bien, mais quand le biniou joue tout seul, il y a un trou, il ne se passe rien. Donc ces groupes de fest-noz, alors il y avait eu Sonarian Arfaudel, il y a eu effectivement Corfaret Rostren, Huillet à Sulon, qui étaient des gens du pays de Saint-Igeau, de Corlay par là. Donc une pépinière en fait, de petits groupes comme ça qui ont eu une très forte notoriété. Et l'avantage de ces musiciens-là qui venaient dans les festounos de ces années 70, ils venaient là, qu'est-ce qu'ils entendaient? Ils entendaient des très bons chanteurs, ils entendaient des très bons sonneurs. Et donc ils avaient, même s'ils étaient autodidactes, ils n'avaient pas pris forcément des cours, ils n'avaient pas été conseillés, mais ils baignaient quand même dans cette ambiance, ce qui fait que si vous écoutez des enregistrements de Sonarian Arfaudel, vous avez une énergie terrible, et au niveau du style, vous n'avez même pas à vous poser de questions. Leur musique fait partie, c'est de la musique traditionnelle, jouée avec d'autres instruments, avec des orchestrations un peu différentes, mais c'est vraiment la musique traditionnelle issue du terroir, quoi.
Donc ces groupes de fest-noz, en fait, je vous disais que c'est qu'ils étaient vraiment baignés là-dedans. Et bon, moi qui ai fait partie du groupe Canfrarie Trostren, c'est-à-dire que 70% du répertoire, c'était pline ou ficelle, quoi. Et des fois, on nous le reprochait, quelquefois. Donc, par rapport à ça, effectivement, ces groupes-là se sont mis à jouer un petit peu de Vantais, un petit peu des danses venues d'ailleurs. La Gavotte des montagnes, on n'osait même pas, parce qu'on aurait dit que, oh oui, mais vous faites que ficeler dans votre gavotte, et puis c'était tellement proche. Ce sont des styles... voilà, et le pline, alors après la ronde de l'Oudéac, effectivement, est arrivé un petit peu à la mode, mais vous voyez, c'est que c'est quand même du répertoire centre-breton, quoi. Et par contre, il y a eu quand même une flopée de début de création d'airs nouveaux dans ces groupes-là. Ah, ce sont ces airs, en fait, qui sont un peu sur une base harmonique. Si vous jouez ça en couple de manière modale avec juste un bourdon, en fait, ce sont des airs qui sont faits pour être joués avec une base harmonique d'accord, quoi. Donc avec des instruments, avec des guitares, des choses comme ça, quoi. Et alors certains de ces morceaux-là, d'ailleurs, et j'en ai une certaine fierté, sont passés dans le répertoire traditionnel, c'est-à-dire que des chanteurs traditionnels comme Marcel Guillou ou des sonneurs de Béniou Bombarde, en fait, se sont appropriés ces thèmes-là qui étaient des airs entre guillemets de groupe. Il faut dire aussi qu'il y a eu une époque aussi où il y avait ces groupes, alors que moi j'estime qu'ils faisaient une musique très ancrée et qu'il n'y avait aucune concession par rapport au style, ont été rejetés par une partie des musiciens entre guillemets traditionnels, dont les joueurs de Béniou et de Bombarde, qui, même si c'était une nouvelle tradition dans ce terroir, vous voyez ça, enfin il y a eu un peu de berre à cette époque-là, quoi. Alors, comment faire pour dire qu'est-ce qui est le bon pline et pas le bon pline? Ça, enfin, moi, je vois, par rapport aux productions qui se font aujourd'hui, effectivement, souvent, les tempos sont assez lourds. Hein, donc, c'est une histoire de vitesse, c'est une histoire aussi de jouer, un peu comme toutes les danses du centre-Bretagne, il faut savoir jouer un petit peu avant la note. Et ça, même chez des gens comme Imran Domas, qui était un excellent sonneur de clarinette, on voit... Voilà, on tire toujours en avant, quoi. Et il y a toujours une ambiguïté entre la note le temps de la danse et la note en fait qui est accentuée, qui arrive presque un peu avant, quoi. Alors après, effectivement, il y a des... Pour faire un peu rapide, il y a des choses qui sont un peu binaires, qui sont un petit peu ternaires, qui sont entre les deux. Et ce que je reproche quelquefois au néo-style, en fait, qui devient un peu la référence, c'est que les choses sont très binaires, quoi. Ça, ta, plutôt que ta da pa da pa da pa da ta da da da. Hein, c'est pas ta ta. Vous pouvez faire le même air de façon binaire, je sais être pédagogique. Ta da 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 ta da 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 ta da da ta da 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 ta da 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 ta da da ta da da ta da 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 da. Je fais de façon un peu plus ternaire. Mon modèle à moi, c'est Iwan Domas, merveilleux sonneur de la clarinette. Vous voyez, ça, c'est deux façons de voir les choses. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que très souvent, bon, ça c'est un peu mes secrets, c'est que tous ces airs-là, ils ont deux phrases, et assez souvent, au niveau de la façon de les rythmer, de les accentuer, chaque phrase a un peu son style. Hein. Si je reprends le même air, bon, j'appelle ça le pop-line parce que c'était un air qui a été repris par Alan Stivell, de façon qui en a fait d'ailleurs de très belles choses. Je prends. Vous voyez, la première note, elle arrive avant le premier pas. Et la deuxième phrase, elle fait. Hein, et là, j'ai déplacé mon accent. Autant dans la deuxième phrase, ça fait 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3, 4. 1 et 3 et 4. 1 et 2 et 2.
Voilà pour la deuxième phrase. Première phrase, et 1, et 2, et 3, 4, 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 1, et 2, et 3, et 4, 1, et 2, et 3. Vous voyez, c'est pas le truc. Autant le pas de la danse, il est régulier, il se passe tout le temps pareil. Et la musique, c'est comme si elle se moquait un peu du danseur. C'est-à-dire que des fois, elle va avec, et des fois, elle fait un peu une entourloupe pour que le danseur, il se dise bah, où est-ce que je suis, est-ce que je suis bien, qui crée un peu l'espèce. Le but, c'est pas de sécuriser son danseur, c'est de le titiller, quoi. Alors des fois, on le rassure un petit peu, et puis après, hop, dès qu'il a le dos tourné, on lui balance quelque chose de différent. Pour moi, une des caractéristiques aussi importantes de la façon de jouer le plin, c'est que ça marche sur 4 temps. Et en fait, il faut penser ça un peu à la blanc. C'est 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et non pas 1, 2, 3 et 4. Si vous faites 1, 2, 3 et 4, là le train est déjà passé, vous avez du retard. Et c'est pas vous voyez, 1, 2, 3, 4, 1 et 2, 3, et même 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Ouais, vous voyez mon et, c'est celui-là qui est un petit peu en avance par rapport au pas de la danse. 1, 2 et 3, 4. Vous voyez, on peut s'amuser, on peut faire plein de façons différentes. Au niveau du tempo, il faut pas qu'on s'ennuie, quoi. Donc c'est une histoire de vitesse. Hein, donc on pourrait dire, je sais pas, 154, 160 avec un métronome. Mais c'est surtout d'être vif, quoi. Faut pas se laisser. Et ça, on le revoit dans la danse. Je vois quelquefois les danseurs qui font 1, 2, 3 et 4 et qui s'écrasent complètement 3 et 4. Et si vous faites ça, effectivement, après vous êtes plombé au fond, au 4, et puis comment vous allez repartir. Vous voyez, on va pas y arriver. Vous voyez, c'est léger quand même. Au niveau de la façon dont sont faits les airs plin, je dirais anciens, de facture traditionnelle, très souvent la danse marche sur 4 temps, mais ce sont des phrases de 8 temps, voire de 16 temps. Quoi. Et souvent dans la première phrase, vous avez 2 fois 4 temps. Par exemple, vous voyez, c'est 2 fois la même chose. Sauf que le Canadiscan, il marche par des phrases à 13 syllabes. Donc, 1 et 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, parce que le chant est fait de telle façon que la deuxième fois, il y a une syllabe en moins, donc un temps en moins. Donc le plin, c'est à la fois quelque chose de très têtu, où c'est tout le temps pareil, mais il y a plein d'astuces, en fait, qui font qu'on triche, quoi. Hein, et les astuces, elles viennent déjà du texte. Vous voyez, vous avez 7 syllabes pour la première moitié et 6 pour la deuxième. Donc vous ne pouvez pas faire ça, ça marche pas. Donc déjà, c'est 2 choses pareilles, mais déjà vous avez triché. Hein. Et tout le plin, il est un peu comme ça. C'est à la fois apporter quelque chose de très régulier, hein, une espèce de fouing, alors on appelle ça quelque chose de tribal. Mais en fait, dans le détail, la musique, elle est toujours un petit peu... elle va tricher par rapport à ça, quoi. Hein. Et voilà, donc au niveau de la structure, c'est fait pour que ça soit hyper carré, mais dans l'interprétation, ou à cause du texte, en fait, vous allez changer des choses, quoi. Et alors ça peut être 4 et 4, et il y a aussi après, bah, si vous avez une phrase de 8 temps, soit vous faites 4 plus 4, soit vous allez faire 3 plus 5, par exemple. Hein, c'est-à-dire que le danseur, il va penser sur 4, mais vous allez faire 3, et 5 la deuxième fois. Tout est fait pour un peu brouiller les pistes et s'amuser avec ça, quoi. T'as un exemple pour les 3 et 5? Bah, je l'ai pas. C'est la façon dont c'est découpé.
Donc ça c'est un plin joué donc par Jean Auger, joueur d'accordéon diatonique qui était dans le pays Costerwet, Playloff et par là. Ti da 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 ti da 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 da. Donc vous avez l'anacrouse là, et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 4. Tra da 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 da. Tra da la 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 da 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 da. Tra da 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 da. Donc là la deuxième phrase je fais la 16 temps, donc je fais 4 d'abord, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3, 4, vous voyez, tra da 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 da, tra da 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 da, tra da 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 da, tra da 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 da, plutôt que de faire tra da 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 da, tra da 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 da, tra da 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 da, tra da 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 da. C'est vrai que là vous jouez la sécurité, vous faites 4 et 4, le danseur n'a jamais perdu, au bout d'un moment il va s'ennuyer quoi. Vous pouvez payer un batteur japonais, une boîte à rythme, elle va vous faire la même chose quoi. Hein, donc il y a plein de petites choses comme ça que naturellement, les chanteurs traditionnels et les sonneurs traditionnels, sur des répertoires, je dirais anciens, il y a plein de petites choses comme ça qui se passent, quoi, hein, qui sont super intéressantes. Alors, ce qu'on appelle le style trégorois, effectivement, autrefois, les gens, ils n'apprenaient pas à danser, ils n'allaient pas au cours de danse, il n'y avait pas... Ça veut dire que les enfants, quand ils avaient un certain âge, ils rentraient dans la danse et puis ils essayaient de faire un peu comme les parents. Mais certains, par exemple, la plupart des gens ne savaient pas qu'il fallait savoir compter jusqu'à 4. D'ailleurs, peut-être qu'ils ne savaient pas compter jusqu'à 4, ou bien ils auraient été vexés qu'on leur dise qu'il fallait savoir danser jusqu'à 4. Donc, ils apprenaient globalement comme ça. Et je pense que à partir du moment où il a fallu... bon, entre autres parce que le milieu traditionnel n'enseignait plus directement la danse dans les familles ou dans les quartiers, ou que dans le but de faire un spectacle, il a fallu qu'on fasse tous pareil, hein, exactement, parce que c'est vrai qu'une ronde de danse sur un podium, tout le monde dit que quand il y a une unité, c'est quand même vachement plus beau, plutôt que chacun fasse un peu son truc dans son coin. Donc je pense qu'on a dû dire, voilà, le plin, il faut faire 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Hein, parce que c'est globalement une façon dont on peut estimer le pas, quoi. Donc par rapport à ça, effectivement, il y a une nouvelle génération de musiciens qui ont eu la louable envie en fait de créer du répertoire nouveau. Et donc, pas forcément intégré dans cette musique où on apprend tout seul sans réfléchir. J'ai dit, voilà, si tu veux faire du plin, il faut faire du 1, 2, 3 et 4. Regarde, quand ils vont au cours de danse, c'est comme ça qu'ils font. D'ailleurs, on dit ta, ta, gros minet, ce que je trouve. Voilà, voilà. Et donc, ils ont dit, on va faire tra-da-la-la, tra-da-la, tra-da-la-la, tra-da-la, 1 et 2, 3 et 4. Donc, ils se sont dit, dans la musique, il faut qu'on entende ça. Ta, 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 hein, il faut que j'entende... Et donc je pense qu'on a créé un style, bah, effectivement, qui va donner à manger aux danseurs sans qu'il reste du fast-food, c'est prêt à consommer, on ne se pose pas de questions. Et voilà quoi. Et là on est bien loin en fait, à la fois de ce que je disais tout à l'heure, des subtilités en fait, où bah, la phrase, c'est pas que des unités de 4 comme ça quoi. Hein, et puis aussi, dans ces nouvelles compositions, je vous ai dit qu'il y avait souvent 4 plus 4, bah, c'est 2 fois la même chose. Donc on dit, ouais, c'est chiant, c'est tout le temps pareil, votre truc, etc. quoi. Si on n'utilise pas toutes les combines, en fait, pour tricher, pour déguiser, en fait, cette carrure-là, hein, et là, voilà, en rajoutant des notes, en démarrant avant, en accentuant différemment, hein, il y a plein de combines comme ça, et ben on s'ennuie. Donc les gens, ils ont fait, des premières phrases, ils n'ont pas fait 4 et 4, mais ils ont fait une jolie phrase qui se développe sur 8 ans. Alors après, ils ont fait ta-da-da-da-da-da-da, tra-da-da-da-da-da. Et puis vous avez des magnifiques phrases pour danser la gavotte finalement, quoi. Hein, parce qu'il n'y a pas cette carrure là. Voilà, donc il y a tout un nouveau style comme ça bah, qui est super intéressant parce que il y a plein de gens qui ont créé ces choses-là, mais en innovant en fait ils se sont un peu écartés des modèles de. Mais bon, il faut. Pour évoluer, il faut effectivement savoir rejeter une partie du patrimoine et du passé. Chacun fait comme il veut.
Donc déjà au niveau des suites, effectivement aujourd'hui on aime bien qu'il y ait un ton simple, c'est-à-dire qu'il y ait une suite en 3 parties avec ce qu'on appelle un ton simple, après un air de balle, et puis un ton de hir qu'on appelle même ton double pour copier les, la famille de la gavotte. Et je pense pas qu'il y a eu cette distinction-là en fait de faire des suites comme ça, tirées à 3 parties, complètement réglées. Et donc ça veut dire que on faisait une danse draw, après on faisait un bal, et puis je pense que les chanteurs habituellement, oui, ont toujours fait une deuxième danse draw. Et après, on faisait quelquefois ce qu'on voulait. Et donc, j'avais vu une madame de Plounévez-Quintin, d'ailleurs, qui avait été centenaire, Bernadette Roux, qui m'avait dit, mais nous, on aimait bien aussi faire le polka pline, tout ça, mais l'omic, le cercle et tout ça, ils nous ont dit, mais ça, c'est pas des danses bretonnes, on n'a pas le droit de danser ça. Mais ça, c'est des danses bretonnes, parce qu'on chante ça en breton, quoi. Voilà, elle m'avait un peu cloué le bec. Et donc, moi, je crois que dans tout ce pays, la polka pline, ce qu'on appelle la polka pline, a quelque chose de très important, à la fois au niveau du texte, parce que ce sont très souvent des chansons un peu de dérision. Il y a un coin en particulier vers Plessubien, tout ça, où il y a une flopée de compositeurs de chansons de polka pline, où on se moque d'un tel, etc. C'est des chansons vraiment satiriques. Et parmi ces chansons de polka pline, il y en a certaines qui sont moitié breton, moitié français, quoi. Alors ça, je pense que c'est une mode effectivement assez ancienne. Ce qui me pose question, c'est de savoir si cette polka pline, en fait, donc au lieu que ce soit une versification à 13 pieds comme généralement pour le cornediscom, les polka plines, ça marche par 6, 7 ou 8 pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a une carrure au niveau du texte qui est différente comme ça, mais qui est très ancienne en fait, cette carrure-là. Et alors est-ce que ces airs-là préexistaient à la polka pline, et quand le rythme de la polka est arrivé, mais ça les spécialistes de la danse savent mieux que moi, peut-être vers 1850 par là, on s'est dit tiens, il y a une nouvelle danse qui arrive, et nous on a des airs tout faits qui vont servir à ça, quoi. Ça c'est une possibilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau de la carrure de ces airs de polka pline, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tra la 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 la, tra la 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 la. Ces mauvais exemples, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Vous voyez, la première phrase, elle fait 4 plus 4. Et une deuxième phrase qui se développe sur les 8 temps. Et ça, c'est une structure qu'on trouve exactement dans les airs de danse pline. Donc musicalement parlant, c'est très proche. Au niveau des textes, donc c'est des textes recyclés ou des textes inventés avec souvent un côté satirique. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui dansent à une face. Pour moi, il y a vraiment un style de cette polka, quoi. Je dirais dans le milieu populaire, qui a appris, je dirais, de tradition familiale, et que ça vaudrait le coup de creuser ça. Alors, est-ce que c'est vraiment une façon locale de danser la polka, ou est-ce que c'est une façon plus ancienne qu'on a trouvée dans toute la France mais je crois que ça vaut vraiment le coup de creuser. Alors, par contre, dans les polkas, il y a 2 sortes. Ce que moi j'appelle les polka plines, qui ont vraiment cette structure, cette carrure, et qui correspondent à des textes en breton. Et puis un certain nombre d'airs de chansons, voire des chansons vantaises, qui ont été recyclées, qui font danser la polka. Et dans ces cas-là, on ne se cache pas que quelquefois, il y a des phrases à 9 temps, des phrases que ça ne tombe pas juste. Mais les gens, ils se moquent, ce qui les intéresse, c'est d'être en couple, côte à côte, et de regarder les yeux de leur belle ou de leur chérie. Donc il y a un temps en trop ou un temps en moins, ça les gêne pas. Donc 2 familles en fait pour danser la polka. La mazurka, la scottish, oui, il y a quelques airs de mazurka avec quelquefois des airs en breton, des scottish aussi. Ça c'est un peu la même famille, mais pour moi c'était moins important, quoi. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de valse, mais je crois que les Bretons sont un peu fâchés avec le 3 temps, quoi. Et dans les airs des sonneurs de clarinette, qui sont des airs de Scottish,
ou de mazurka, on ne sent pas en fait ce sont vraiment la plupart du temps des airs qui sont venus d'ailleurs, hein, que vous auriez pu entendre jouer à la vielle ou au violon dans n'importe quelle partie de la France, mais elles ont beaucoup moins l'empreinte, je dirais, locale que les polka plines de la première catégorie. En termes de façon de structurer et de chanter, on a beaucoup entendu parler du Cornadiscan. Bébé pose, est-ce que tu as déjà entendu parler de cette technique-là? Non, Bébé pose, ça me dit rien du tout, quoi. Je suis pas... Et Dissoupe? Dissoupe, ça, ouais, j'ai entendu ça, mais plutôt pour des airs de la famille de la Gavotte dans le Pline, j'ai pas trop entendu ça, quoi. Ok. Pour ce qui est des échelles musicales, que ce soit pour les chanteurs ou les sonneurs de clarinette, effectivement, on a souvent un tempérament inégal, hein, et voilà, un tempérament inégal, c'est-à-dire que c'est pas exactement les notes du piano, il y a des notes qui sont quelque part entre les notes du piano, quoi. Au niveau des modes, on est souvent en mode de Ré, en mode de Do, en mode de Sol. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'interprétation, on a assez souvent des gammes alors pentatoniques ou presque pentatoniques, c'est-à-dire des notes, voilà, des gammes pentatoniques. Et il y a très souvent dans le développement de la mélodie, c'est très rare que la différence entre les notes consécutives soit d'un demi-ton, quoi. Souvent on triche, c'est-à-dire qu'on passe en montant, par exemple, on va faire Ré, Mi, Sol, Fa, Ré. Par exemple, on va jamais faire Ré, Mi, Fa, Sol, Fa. Hein? Même si le Mi, par exemple, dans cet exemple-là, Ré, Mi, Sol, Fa, Ré, Mi, voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire Mi, Fa. Donc si on doit passer du Mi au Fa, il y aura une note entre les deux, quoi. Je ne sais pas si je suis clair. Et puis il y a beaucoup d'airs qui sont particuliers, mais il y a toute une famille comme ça, où effectivement vous avez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et puis ça dégringole. Par exemple, ça c'est typique du Pline, et il y en a des, je dirais des, ouais, peut-être pas des dizaines, mais c'est très bien. C'est-à-dire que la note fondamentale, vous l'avez vraiment qu'au début, quoi. Vous voyez, ils sont tous faits comme ça. Et je suis assez fier parce qu'il y a un air que les gens ne savent pas que je l'ai composé avec Didier Kervern, puisqu'il avait un air qui est devenu, ça s'appelle donc c'est un air que j'ai composé en même temps que Didier Kervern et on était assez contents. C'est un air que beaucoup de monde ont repris, des chanteurs, tout ça, mais que dans la structure, sans qu'on y réfléchisse, en fait on a copié un des modèles comme ça, ancien, quoi. Il y avait aussi un air que j'avais inventé, qu'on avait appelé Ginny, parce qu'il avait le goût bizarre venu d'ailleurs. C'est un air de groupe. Hein. Vous voyez encore un qui fait comme ça. C'est étonnant. Et voilà, j'avais remarqué ça une fois. C'était assez marrant. Alors autrement, la plupart des airs, ils démarrent ici, ils vont au milieu, puis à la fin, ils redescendent comme ça, quoi. Mais cette forme particulière, là, je crois que c'est vraiment un truc de Pline. On en trouve un petit peu dans la ronde de l'Oudéac, qui est en fait une danse voisine. Hein. Mais voilà, quoi dire de plus. Pour quelqu'un qui ne sait pas trop la différence entre une gamme tempérée et une gamme à tempérament inégal, est-ce que tu peux nous montrer la différence? Je vais vous faire ça. Donc là, les joueurs de clarinette, pendant très longtemps, ont été fidèles à l'ancienne, la clarinette ancienne comme ça, qu'on appelle la clarinette à 13 clés. Et ce qui est intéressant, c'est que donc soit on a des clarinettes anciennes où il n'y a pas d'anneau ici,
sont les blocs. Et donc si je fais Ré, Mi, Fa, Sol, hein, pour être dans la gamme académique, ça fait comme ça. Voilà. Et avec cet instrument, donc si on fait le doigté simple, on fait Do, Ré, Mi. Vous voyez, ce Fa là, il tire un petit peu vers le haut. Je vous fais le Fa du piano qui ferait comme ça. Et si je fais celui de la clarinette et celui que les gens du centre-Bretagne trouvent joli, ça fait... Vous voyez, ça... c'est un peu provoquant. Et pareil pour le Si en haut, si je m'applique bien, ayant pris les cours à l'école de musique, ça va faire... Et les sonneurs, ils ont envie de faire... Vous voyez, celle-là, par contre, elle va être entre le Si bémol et entre le Si. C'est ce qu'on appelle un tempérament inégal. Ça ne se découpe pas exactement en ton ou demi-ton, mais c'est quelque part entre les deux. Si je vous fais cet air des frères Mahé, et dans la gamme tempérée. Donc tempérament inégal. Voilà, ça apporte une couleur intéressante. Et sans se poser de questions, avec ces instruments anciens, en fait, on a ce son-là tout de suite. Ce qui fait que certains musiciens, même si les instruments modernes, là, ont une émission plus facile, c'est plus facile de souffler dedans et d'obtenir un son. Il y a une couleur qu'on a avec ces instruments anciens là qui est intéressante, puis elle a un côté un petit peu, je dirais, borderline, un petit peu, on triche un peu, on dépasse un peu la ligne jaune quand on utilise ça. Il y a un côté un peu qui provoque un peu par rapport à 98% des musiques que vous écoutez à la radio, donc ça, il y a une identité dans ce tempérament-là. Alors ça, on le trouve effectivement avec la clarinette, mais si on fait très attention aux chanteurs, un musicien classique va trouver que ces chanteurs chantent archi faux, quoi. Hein, parce qu'ils ont des notes comme ça qui ne sont pas exactement celles du piano. Mais ça fait partie de la culture, et quand on s'y habitue, en fait, au bout d'un moment, on trouve que c'est tellement plus beau que le tempérament académique égal, consensuel. Donc la clarinette, elle a quand même des particularités dans son jeu traditionnel. C'est généralement, si on est à la maison, on est en train de répéter, on va jouer en bas. Donc ça c'est pour l'entraînement. Et dans la compétition, c'est-à-dire que quand on a des danseurs, qu'on a envie de se faire remarquer, on rejoue dans le registre aigu. Vous voyez, et la clarinette a ça. Donc pour passer dans l'aigu, il suffit de boucher derrière encore et d'ouvrir la clé là. Il n'y a pas, c'est un miracle, ça ne se voit pas du vide devant. Et la clarinette à l'inverse du saxophone, elle a en fait des notes aiguës qui sont beaucoup plus puissantes que nos notes graves, quoi. Et ce qui permet aussi, alors avec un jeu d'harmonique particulier, qu'une clarinette jouée en plein air, un jour de beau temps, vous pouvez entendre le son de la clarinette à 3 ou 4 km, quoi. Et on m'a dit que même si une bombarde à côté de soi, c'est insupportable dans une pièce renfermée, qu'en extérieur, une clarinette qui au départ est moins puissante, mais elle a la propriété en fait, de porter plus loin, quoi. C'est aussi peut-être une des raisons qui ont fait son succès, quoi. Alors au niveau, les bons sonneurs de clarinette, ils ont à la fois un très bon coup de langue. Il y a des notes comme ça se retrouve aussi dans le pays ficelle. Et puis on agrémente ça avec des coups de doigts. Donc
Donc il y a toute une technique qui est un peu intuitive, chacun fait un peu de sa manière. Et donc il y a des coups de doigts qui... Et ce qui est intéressant, et ce que moi je cultive aussi, c'est qu'il y a certaines notes donc qui passent très vite, qui sont dans les ornementations. Une ornementation, c'est faire... Au lieu de faire... C'est que la note intermédiaire qui passe très vite, vous voyez, elle va avoir un son très bizarre parce qu'elle ne fait pas partie de la gamme, elle a aussi une dépassée. Vous voyez, ces notes-là, elles ont un son très bizarre, quoi. Alors cette histoire d'ornementation, en fait, je dirais l'avantage de la tradition de la clarinette, c'est que ça n'a pas été encore standardisé. Hein. Chacun cherche un peu sa manière de faire. Bon, il y a certains qui ont eu, quelques-uns qui ont eu des très bons conseils comment faire exactement. Mais dans l'apprentissage, on fait ça un peu par imitation pour essayer de retrouver le son de telle personne. On trouvait que c'était joli, que ça donnait la pêche. Alors ces ornementations, elles sont à la fois faites pour provoquer, donner un coup, donner de l'énergie, et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'elles servent aussi à adoucir le son. Hein. Si vous faites... Vous voyez là, c'est beaucoup plus sec si vous le faites par d'ornementation. Donc c'est après, chacun développe un peu son esthétique comme il veut avec cet instrument-là. Pour vous souvenir, c'est il n'y a pas très longtemps en fait, c'était un mariage comme ça où il y avait des familles de gens vraiment qui aimaient ça. Et après les cérémonies, donc on a fait une petite marche jusqu'à la salle des fêtes. Et là, il n'y avait pas beaucoup de danseurs, mais vraiment autour de nous comme ça. Et je crois que c'est le plus beau pline qu'on a jamais fait. S'il y avait une communication donc entre les danseurs et voilà. Et je dis merci à Fredo et Virginie. Un lieu préféré, moi j'en ai plusieurs. En fait, c'est dans ces pays granitiques, c'est tous les fonds de vallée où il y a des grosses boules de granit. Vous allez au printemps ou à la fin de l'été, qu'il y a de la verdure, il y a l'eau qui coule, tout ça. Et dans tous ces endroits, c'est vrai que je me sens super bien et je trouve que c'est très très beau. À la fois, c'est complètement la nature, puis vous voyez qu'il y a quand même des chemins creux, des choses comme ça. C'est-à-dire que ça fait des centaines d'années qu'il y a de la vie dans ces endroits-là, comme si, et qu'on arrive là. Et pour moi, la musique, elle est liée aussi au paysage, au nom de lieu, aux endroits, quoi. Donc c'est très important. Donc la plus proche, c'est la vallée du Doré ici. Il peut y avoir le chaos granitique à Toulmoulik ou dans les gorges du Coron, à Locarno. Le meilleur interprète pour la danse pline, pour moi, c'est pas facile. C'est pas. Non, pour la clarinette, on dit que c'est Iwan Domas, et je suis d'accord. Il a des qualités exceptionnelles de sonorité, de technique, d'ornementation, de timbre, tout ça, d'invention rythmique, tout ça. Et je dirais que celui que j'admirerais le plus, c'est Jérôme Domas, donc son oncle, que je n'ai pas connu. Mais puisqu'on disait que Iwan Domas n'était qu'un pot de saout à côté de son oncle. Plus bel air de pline, moi je dirais que c'est la... Même si on les a rabâchés, si c'est les airs de clarinette, c'est en Jérôme Domas en 3 parties, ou toute la série que faisait Iwan Domas, tout ça, pour moi c'est des airs, ils sont rabâchés des fois. Et si on les oublie un moment et qu'on revient, on dit que c'est pas étonnant. Et la façon dont ces musiciens-là nous les ont donnés pour que, avec ce contraste rythmique, ce côté sautillant, ces accélérations qui se passent à des moments, pour moi c'est les plus beaux airs, ou ceux dans lesquels j'aime le plus interpréter dans certaines situations. Et une dernière chose, c'est plus une question qu'on pose aux chanteurs, mais je sais que tu es chanteur aussi. Le plus beau texte? Ça, j'ai pas réfléchi. Non, je dirais Plat Riverniette, peut-être des choses comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas. Parce qu'il a.
c'est à la fois du merveilleux et puis et on chante ça, je dirais de façon terre à terre pour des gens qui sont en train de taper comme des brutes sur le sol, quoi. Il y a un contraste entre les deux qui fait que ce texte est d'autant plus haut. Bravo. Ça faisait longtemps que j'avais pas soufflé dedans. Une grosse question, c'est clair. C'est archi connu ça. Ouais. Et j'ai aucun enregistrement d'Ivan Domas sonnant ça. Tout le monde dit que ça vient de lui. Ça, c'était un peu la suite cadeau d'Alrivolant qu'ils avaient mis dans leur disque. Et je dis, ouais, ça c'est un air bon, hein. Mais j'ai j'ai jamais entendu sonner ça. D'accord. Donc je cherche, tu trouveras. Hmm.